à toutes et bienvenue sur votre chaîne Direct TV. Je suis Semira Ameya et à côté de moi j'ai Andrea. Ça va Andrea? Ça va Semira, et toi-même comment vas-tu? Je vais très bien. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, comme on le dit si bien, jeudi merveille, c'est le paradis. Nous sommes le 158e jour de l'année, 208 jours avant de la finir et nous sommes déjà à la 23e semaine de l'année Andrea. Eh bien le temps il passe rapidement, hein? Il passe très rapidement. Alors déjà, on va commencer par vous expliquer qu'aujourd'hui, c'est la fête des Claudes, des Norbert, des Claudine et des Claudius. Alors, bonne fête à eux, c'est aujourd'hui, on vous fête vous. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va passer au sommaire. Pour le sommaire, nous avons comme toujours à notre pensée du jour une phrase qui est « Faute de richesse, une nation n'est que pauvre ». Faute de patriotisme, elle est une nation pauvre. Ensuite, nous aurons l'éphéméride où nous allons vous parler de quelques faits historiques qui ont eu lieu ce jeudi, enfin, ce 6 juin. Le 6 juin, mais les années précédentes en fait. Oui, les années précédentes. Intéressant. Et quelques journées internationales dont nous allons vous parler. Ensuite, côté actualité, Andrea va nous donner les actualités d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé, s'est déroulé hier et aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons l'affrontement sportif, je précise, entre le Sénégal et la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde pour la Coupe du Monde 2026. Oui, la Coupe du Monde 2026, Canada, États-Unis, Mexique. Apparemment, ça va se passer dans les 3 pays, en Amérique en fait. Une première, je pense. Oui, une première, effectivement. Bon, ce sera intéressant. Ça sera intéressant. Oui, j'ai hâte. Alors ensuite, il y a eu 16 civils qui ont été tués à Béni. Nous allons vous en parler un peu plus. Aussi, le communiqué de la Banque centrale sur le fait que d'ici le 31 juillet, la plupart des retraits se feront qu'en francs congolais. Andrea va nous expliquer un peu plus à ce sujet. À votre service. Aussi, nous allons passer au clip du jour. Nous vous avons préparé 2 clips qui vont, on espère en tout cas, vous plaire. Énormément. Ensuite, nous avons aussi notre rubrique Vue sur le net, 2-3 vidéos pour se détendre et voir un peu les folies sur Internet. Côté invité, nous avons un invité très spécial, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Nous gardons encore secret. Côté astuce, nous avons préparé une très bonne recette, bien gourmande, pour ceux qui aiment bien manger, se faire plaisir sur les pâtisseries et tout ce qui va avec. Tout ce qui est sucré et qui sent bon. Tout ce qui est gourmand en fait. Tout ce qui est gourmand. Ce sera intéressant. Côté anniversaire, bien évidemment, aujourd'hui c'est forcément l'anniversaire de quelqu'un, peu importe, dans le monde je pense. Nous connaissons tous quelqu'un qui soit de plusieurs personnes aujourd'hui, tu peux me croire, oui. Alors déjà, bon anniversaire à eux. Et ensuite, malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous allons vous quitter, mais pas pour toujours, nous reviendrons bien évidemment, mais ça sera juste la fin de l'émission. Au prochain numéro de notre émission, Jeudi Merveille, c'est le paradis. Merci Andrea. Alors voilà à peu près le sommaire. Nous allons passer à la pensée du jour. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors Andrea, la pensée du jour est « Faute de richesse, une nation n'est que pauvre. Faute de patriotisme, elle est une pauvre nation. » Intéressant. Qui est très intéressant. À mon sens, je pense que cela veut dire qu'une nation a beau être puissante, détenir plusieurs richesses, être économiquement bien développée, mais si le patriotisme n'y est pas, je pense qu'elle ne réussira jamais à se développer complètement parce qu'il y a des choses qui ont besoin de patriotisme. Par exemple, s'il y a des gens qui veulent s'infiltrer dans le pays, s'il n'y a pas de patriotisme, on te donne par exemple, je ne sais pas, quelques dollars, tu vas accepter que les gens entrent. Il faut l'amour du pays parce qu'on voit dans l'histoire déjà, les Romains aimaient beaucoup leur patrie. On l'appelait, comme on le dit si bien, la mère patrie. Oui. Tu vois. Donc je pense que c'est aussi une notion qu'on doit apprendre peut-être dans les écoles ou aussi dans la vie de tous les jours, que notre pays, qu'elle soit stable, instable, problématique, nous devons l'aimer parce que c'est nous. Enfin, on vient de là, c'est techniquement notre terre-mère et comme on dit, elle nous vient de nos ancêtres et on la lèguera à nos enfants. Oui, Toi, tu en penses quoi, Andrea?
Alors, ce que tu as dit était très intéressant par rapport à notre pays, en fait. Je trouve qu'un pays fait partie de l'identité même d'une personne et qu'il est important de donner des notions de patriotisme aux enfants dès leur plus bas âge. Et l'une des solutions serait par exemple les cours d'histoire, c'est-à-dire comment est-ce que je pourrais aimer quelque chose que je ne connais pas. La nuance vraiment est, Tu penses elle est qu'ils là. en savent peu sur leur pays? Ils en savent très très peu, très très peu. C'est vrai qu'on a le problème des royaumes, tu sais, il y avait des empires et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le problème de ces tribus et tout, et tout, et tout. Mais avant d'être Mongo, avant d'être Chi, avant d'être, je ne sais pas, Ngombe, je suis d'abord congolais. Tu vois, et je dois connaître en fait mon pays, je dois savoir qui est-ce qui était l'empereur de l'Empire Congo, qui est-ce qui a dirigé le royaume Cuba, oui, le royaume Cuba, les Lunda et tout. tout. Donc si je sais qui est-ce qui a construit, qui est-ce qui a fait l'histoire de mon pays, je peux d'une certaine manière trouver un exemple en ces personnes-là et me dire oui, il y a des raisons pour que je me batte pour mon pays, il y a des raisons pour que j'aime mon pays. C'est vrai que, bon, il y a beaucoup de personnes qui disent que quand tu es né au Congo, la vie te mène déjà à 1-0. on est d'accord sur ça, mais en soi, c'est un beau pays qui a énormément de choses à offrir, mais les paroles seulement ne suffisent pas. Il faut des actes et je pense que déjà dans l'éducation, ça peut se faire. Vraiment dans les écoles, c'est des choses qui se font tout en étant tout petit. Au tout petit, tu vas dire à un enfant, tu sais, il y a le président Kasavubu qui a fait ceci, qui a fait cela et tout ça. Il y a le premier ministre Lumumba qui a fait ceci, qui a fait cela. Il y a eu Kim Pavita, il y a eu toutes ces personnes-là. Et ça va leur permettre en fait de prendre exemple sur ces personnes-là et de se dire que moi aussi, je dois aimer mon pays comme ces gens-là l'ont fait parce qu'ils avaient un objectif derrière. C'est-à-dire, je ne vais pas, par exemple, accepter de me faire tirer dessus juste comme ça. Tu vois, on peut prendre aussi l'exemple de Jeanne d'Arc, on en a parlé pour le numéro précédent, c'était un modèle de patriotisme, un peu mégalomane. Mais non, mais surtout dans le fait que, en plus d'être une femme à l'époque, c'était compliqué oui. déjà. Mais elle s'est dit que ce n'est pas selon ma condition de femme qu'on m'impose en ce moment que je ne peux pas quand même défendre mon pays. Exactement. Mais là, j'ai quand même une deuxième question. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne connaissons pas notre Congo profond sur le plan de vue, sur le plan culturel? Parce que culturellement parlant, les Congolais, ce n'est pas vraiment ça, hein, qu'on se le dise. Ah oui, qu'on se le dise. Alors, je pense que sur cette question, c'est vraiment d'un point de vue idéologique. Tu vois, ça va être difficile pour moi d'être impartial, mais je me dirais que si le Congolais, d'un point de vue culturel, ne sait pas ce qu'il est, c'est d'une certaine manière avec l'influence de l'Occident. Tu vois, et c'est quelque chose qui ne date pas d'hier en réalité, parce que dans mon cours de littérature négro-africaine, les Belges avaient pour but, pour mieux gérer les Congolais, de les faire totalement oublier qui est-ce qu'ils étaient. Tu vois, ils se disaient, si j'arrive à les mater, donc faire un lavage de cerveau, ils vont oublier qui est-ce qu'ils sont. Et de cette manière-là, ils seront beaucoup plus malléables, en fait. Ils pourraient réussir avec cette technique-là d'en faire des vases à leur image, tu vois. Ils ont pris les Congolais en fait pour un morceau d'argile. Qu'ils ont malayé à leur image. Et c'est comme ça que le Congolais a commencé à oublier qui est-ce qu'il était. C'est vraiment comme ça. Contrairement aux Français qui, eux, n'ont pas voulu toucher à la culture de leur colonie. Mais les Belges se sont dit, pour qu'on réussisse à mater ces gens, il faut qu'ils oublient totalement qui ils sont. Et bon, c'est vrai que maintenant, ils sont partis. C'est vrai que maintenant, on est indépendant. On a un peu du mal à se détacher. Oui, on a vraiment du mal à se détacher de cette identité-là maintenant que l'on a empruntée. Tu vois, et puis il y a aussi les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, surtout les médias qui jouent là-dessus. Et pourtant... Excuse-moi Andrea de te couper. Certains essayent quand même de renouer avec leur culture, mais avec aussi, comme tu dis, l'influence de l'Occident, ça devient un peu compliqué pour eux, si on peut dire. Ça crée un choc où tu ne sais plus dans quoi t'identifier. Oui. D'où ma question, est-ce que ce métissage culturel a un impact sur le patriotisme chez les Congolais? Parce que certains
peut-être tu vis dans un pays étranger, tu veux quand même t'identifier congolais, mais tu as 2-3 obstacles, les gens te disent que non, là-bas, certes, tu es né ici, le métissage devient compliqué, ça crée un choc, tu ne sais plus dans quoi t'identifier exactement. Oui, oui, oui. Alors moi, je répondrais oui et non. Parce que dernièrement, on a eu quand même un énorme soulèvement pour les Congolais de la diaspora, tu vois, avec je vais appeler ça des émeutes devant les entreprises de Apple, tout ça, surtout avec les derniers affrontements, les bombardements sur le camp de Mugunga. Donc, sur ce point-là, je peux dire non. Mais après, il y a le oui parce qu'on va considérer que si tu t'intéresses à ta culture et tout ça, c'est un peu has-been. C'est démodé. Pourquoi est-ce que tu fais ça en fait? Maintenant, il faut vivre avec l'air du temps. Tu ne peux plus être là à porter du raffia, tu ne peux plus être là à parler dans... Ah, ça, c'est joli. Et pourtant, tu ne peux plus être là à parler dans ta langue maternelle et tout ça. C'est très bizarre et moi, je trouve très compliqué. Ça, ce n'est même pas forcément un cas d'un Congolais de nationalité congolaise, mais qui est étranger, enfin d'origine congolaise, de nationalité étrangère. Mais même dans les écoles, on nous interdit de parler en langue vernaculaire. Tu n'as pas le droit de parler lingala, tu ne peux pas parler swahili, tu ne peux pas parler mokong. Tu seras puni parce que tu parles une langue qui est à toi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est quelque chose que vraiment je n'ai jamais compris. Moi-même, j'ai grandi dans un environnement où on m'interdisait de parler lingala. Le lingala, c'est pour les sauvages. Les lingala, c'est pour les bandits. Les lingala, c'est pour... assez sophistiqué. Oui, ça fait... Parce que, attends, excuse-moi Andrea, déjà qu'on va aller dans un point de vue simple. Il y a certains endroits, je dirais même à Kin, quand tu t'assois, par exemple, genre en communauté et tout ça, tu te mets à parler lingala, on te regarde en mode, lui, ça se voit qu'il n'a pas trop l'habitude de venir ici. Tu peux même venir matin, midi, soir, tu leur prouves que non, tu peux venir ici quand tu veux. Mais dès que tu parles lingala, ils te regardent en mode, pourquoi ils parlent lingala? Pourquoi ils parlent lingala? Oui, c'est peut-être des environnements où tu as un peu honte de... Non, mais moi, tu ne trouves pas que ça serait aussi une forme d'acculturalisation? Oui. Parce qu'au final, tu ne sais plus quelle culture prendre. Tu es là entre une culture qu'on t'a imposée, une culture qui est bien à toi, mais dans laquelle il y a des moments où tu as du mal quand même à t'identifier parce que personne ne te donne d'image. Ouais, on est vraiment dans une situation, dans un contexte où on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et c'est dommage parce que tu sais, il y a un proverbe Maasai qui dit qu'un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. Et on sait que l'identité du zèbre, ce sont ses rayures. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te perds totalement. Tu ne sais plus qui tu es et c'est difficile de pouvoir t'attacher à quelque chose à partir de là. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors pour moi, oui, ça constitue vraiment une forme d'acculturation. Tu sais, tu peux arriver dans des endroits où tu demandes à quelqu'un c'est quoi ton village d'origine, même si tu n'y as jamais mis les pieds. Fatidique. Même si tu n'as jamais mis les pieds. Si on me demande, moi je dirais que c'est Minova. Moi je connais mon village. Et bon, on peut dire aussi que d'une certaine manière, dans l'éducation, pas à l'école, dans l'éducation familiale, il y a aussi des failles. Je ne peux pas avoir un enfant, si moi je suis Swahili et Congo, je ne peux pas avoir un enfant qui ne comprend même pas en fait les béabas de cette langue-là. Je ne peux pas avoir des enfants qui ne savent pas que mon village c'est à tel endroit, mon secteur c'est à là-bas, mon arrière-grand-père était ceci, il a fait ça, c'est triste. Des fois, c'est même pas la faute de l'enfant. Enfin, il y a des enfants qui essayent de se renseigner, mais les parents te disent soit laisse tomber ce genre de choses, tu vis déjà à Kinshasa. Ou soit ils te disent, moi-même je ne sais pas, donc je ne sais pas quoi te dire. Moi je me dis, mais déjà si tu dis ça à l'enfant, il va se dire, si déjà eux-mêmes ne savent pas. Oui, je me suis rendu compte. Pourquoi est-ce que moi je vais me casser la tête à aller chercher et tout, alors que c'est quelque chose de très important. Oui, c'est très important. Je me suis rendu compte de ça. J'ai eu un cours qui s'appelle parémiologie. C'est parémiologie, l'étude des proverbes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher tout ça, mais... L'étude des proverbes, ok. Oui, c'est un clin d'œil à vous, professeur. Et tu sais, on a eu un examen qui consistait à faire des recherches sur la tribu. Et on dit bien la tribu, c'est-à-dire on sait qu'il y a les Swahili, il y a les Lingala, il y a les Congo, il y a les Luba. Ça, on le sait déjà. Mais tu vois, chez les Swahili, il y a les Chi, les Rega et tout et tout. Donc moi, je devais faire une recherche sur ma tribu, donner des proverbes, tu vois, ce genre de choses. Je crois que j'ai déjà fait un cours comme ça. Exactement. Et là, je demande à maman, elle me regarde, elle fait, je sais pas. Je lui dis, mais attends, elle fait, comment ça tu sais pas? Je dis, mais moi non plus, on m'a pas appris. Comment est-ce que je pourrais le savoir? Alors c'est vrai que d'une certaine manière aussi,
les enfants ne sont pas fautifs. Je ne sais pas si on peut dire que les parents ne le sont pas non plus. Disons que les fautes sont partagées. Oui, la faute, elle est partagée. Ça date vraiment. De... Et si on continue comme ça va être très compliqué. Catastrophique. Mais bon, Andrea, je pense qu'avec cette pensée du jour, si on s'y met, on préfère toute une émission là-dessus. Oui, ouais. Mais voilà, nous devons passer quand même à autre chose. On espère que vous avez appris quelque chose. Et promouvoir votre culture et surtout le patriotisme. Aimer votre pays, c'est important, c'est très important. Je répète, c'est très important. Très, très important. Alors sur ce, nous allons directement passer à l'éphéméride, Andrea. Les éphémérides. Les éphémérides. Alors, voilà, les éphémérides. Aujourd'hui, Andrea, dans les éphémérides, le 6 juin, en 1944, nous avons le débarquement des Alliés en Normandie. Oh là là, les nazis. Je vous mets dans le contexte. Nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont encore fait des siennes. Bon, si, c'est vrai. Ben tu as raison. Voilà. C'est d'où le débarquement des Alliés en Normandie en 1944. Petit cours d'histoire, on y revient. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai dit précédemment, de 1939 à 1945, certains le situent de 1940 à 1945, c'est selon... 1000 montres, 1000 heures, donc 1000 dates. 1000 dates aussi. 1000 calendriers. Voilà. Qui oppose les Alliés aux combattants de l'Axe. Les combattants de l'Axe sont les Allemands, les Italiens, les Japonais et d'autres pays. Je pense qu'au fur et à mesure, ils se sont rajoutés. Ah d'accord. C'était quand même... une sacrée guerre. Finalement, une guerre mondiale. Hein, oui. La deuxième, la pire. Alors, le débarquement des Alliés en Normandie, aussi appelé D-Day ou Opération Neptune, on va savoir pourquoi, est l'événement qui va permettre la libération de la France. En effet, Andrea, la France était colonisée, enfin, pas vraiment colonisée, mais elle était sous la joug de l'Allemagne qui avait conquis ce territoire. Enfin, à l'époque, ils appelaient tout ça territoire. Le pays est en effet occupé par les Allemands depuis le 22 juin 1940. De plus, avec 15 000 blocos et de nombreux pièges, les Allemands ont construit le mur de l'Atlantique en fortifiant les côtes françaises pour empêcher toute aide extérieure. Oui, donc, oui. Techniquement, si on peut dire, ils étaient un peu coupés du monde. Oui, oui. À part les alliés de l'Allemagne qui pouvaient débarquer quand ils voulaient, mais sinon, dès que tu n'es pas identifié, une balle dans la tête. C'est vraiment dans une forteresse en fait. Vraiment. Alors, aussi, à l'époque, la France était féodale, si je puis dire, mais on y revient un peu plus tard. Voilà, une espèce de forteresse, comme je l'ai dit ici précédemment. Pensez au début de l'année 1944, cette opération a été pensée depuis le début de l'année, disons janvier. Ils pensaient déjà à libérer la France, mais ce qui a empêché, c'était surtout, il y avait certaines conditions météorologiques, d'autres, parce qu'au moment où vous allez venir, par exemple, il y a aussi d'autres alliés qui sont en train d'embarquer. Vous essayez de trouver une stratégie à laquelle, au moment où vous allez débarquer sur les côtes allemandes, enfin les côtes françaises devenues allemandes, côtes françaises devenues allemandes, pour que vous ne soyez pas détectés à la suite. Alors, l'opération Overlord, dont le but était d'ouvrir un nouveau front à l'ouest, débute ainsi par le parachutage des combattants chargés de prendre le contrôle de certains points stratégiques et le bombardement des défenses côtières allemandes, françaises. Au petit matin du 6 juin 1944, il y a exactement 80 ans, les forces alliées américaines, britanniques et canadiennes, principalement plus de 150 000 hommes, on dirait, tu te rends compte, 156 000 hommes, débarquent en masse sur 5 plages de la Normandie. Les plages sont conquises dès le premier jour et l'opération est un franc succès. Aussi, le plan initial prévoyait le déclenchement de l'attaque, l'opération Neptune, le 1er mai. Mais
Mais les préparatifs n'étaient pas au point, surtout comme je l'ai dit, la météo était capricieuse, surtout vu les parachutages qu'ils devaient faire. Avec le vent qui va à l'ouest, toi tu essaies d'être parachuté à l'est, ça devient compliqué. À prendre pour un yo-yo à ce moment-là. Tu risques de débarquer dans le mauvais pays. Oui. Enfin, c'est un peu extrême là quand même. Non, mais après c'est de la rhétorique, hein. C'est pas à prendre littéralement, hein, s'il vous plaît. Alors voilà, la météo s'est finalement éclaircie le 5 juin, qui va précipiter le coup d'envoi lancé par le général Eisenhower. J'espère que je prononce bien son nom. Enfin, je pense qu'il est mort. Oui, mais après, il a de la famille, donc... Voilà. Commandant en chef des armées alliées. Oui. Opération favorisée, il faut le préciser par une du prix des Alliés, opération Fortitude, incitant les Allemands à attendre un potentiel débarquement dans le Nord-Pas-de-Calais. De fait, sur la côte normande, il ne reste que 50 000 soldats. Donc, il y a une information qui a circulé comme quoi les Alliés allaient débarquer sur une autre côte, la côte Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. Oui, oui. Et finalement, ils ont débarqué plutôt sur les côtes de la Normandie. Ce qui a fait que la plupart des soldats étaient déjà envoyés sur l'autre front et il n'en restait plus beaucoup. Oui. Ce qui a favorisé la réussite aussi de cette opération. Le front ouvert par les Alliés le 6 juin 1944 met en scène 156 000 hommes, pour l'essentiel américains, britanniques, canadiens et français. Un peu plus de 300 Français, soit 2% de l'effectif seulement, parce que la plupart des Français, comme je l'ai dit précédemment, étaient en colonie, disons. Colonie forcée. C'est une véritable armada qui se déploie, constituée de 5 divisions d'infanterie, 3 divisions aéroportées, 200 000 véhicules dans environ 10 000 avions. Waouh, ça en fait beaucoup quand même. Ça en fait beaucoup. Par mer, grâce aux 200 bâtiments de guerre, ce sont 133 000 hommes qui débarquent le jour J, soit 59 000 Américains. 54 000 Britanniques, 21 000 Canadiens et 177 Français. 177 Français. 177 Français. Enfin, vu les conditions, c'est un peu logique. Par air, ils sont 23 000 hommes, donc, dont 13 000 parachutistes américains, 10 000 Britanniques. En face, les Allemands sont évalués à moins de 150 000 hommes. Donc 150 000 hommes face à cette armada, c'est quand même compliqué. On dit que le combat n'est pas très égalitaire. Il n'est pas très équilibré. Voilà, très équilibré. Mais c'est, comment on dit, une mauvaise chose pour une bonne. On va dire que c'est une bonne chose pour les Alliés et c'était une mauvaise chose pour les Allemands en fait. Alors, au final, selon les chiffres du mémorial Kane, le débarquement de Normandie comptabilise 10 470 tués, blessés ou portés disparus. Ils sont. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Par ailleurs, ce jour-là, les bombardements des villes normandes et des nœuds de communication causent la perte malheureusement de 2500 civils. Oui. Comme on dit, c'est assez compliqué. L'opération Overlord est une réussite totale, selon les officiels, puisque les Alliés réussissent à pénétrer le territoire français, finalement, oui, contraignant les forces allemandes à replier vers l'Est. Dans les semaines qui suivent, les Alliés progressent vers l'intérieur du pays et parallèlement, la résistance française participe activement et facilite la libération de la France. Un second débarquement est programmé en Provence le 15 août 1944, qui permet une avancée à partir du sud du pays à l'est de l'Europe. L'armée russe progresse de la même façon. Les Alliés avancent ainsi, petit à petit, jusqu'en Allemagne. Rich capitule le 8 mai 1945, fin de la guerre de 1939 à 1945. Alors, ce débarquement était une chose très importante, je pense. Elle a permis aussi, comme on l'a dit à la fin, de pouvoir contenir l'armée de l'Axe, qui composait les Allemands, les Italiens, les Japonais, les faire reculer, comme on dit. Oui. Pour permettre aussi de libérer la France. Ensuite, ce qui leur a permis aux Alliés de progresser petit à petit vers l'Allemagne et les faire capituler. Ça a été l'une des... Enfin, je ne dirais pas l'une des guerres, la guerre la plus meurtrière qui soit. Oui, elle était pire que la première.
Mais si je comprends bien par rapport à tout ce que tu as dit, on va dire un peu que la France, à ce moment-là, était un point stratégique, en fait. Parce que juste avec le débarquement des Alliés en France, ils ont pu quasiment arrêter la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que aussi, en ce qui concerne les nombres et tout, les Allemands étaient beaucoup moins nombreux que le côté des Alliés. Ce qui a favorisé aussi d'une certaine manière leur victoire. Oui, oui, c'est effectivement ça. Ça a été, enfin, la France était, comme tu l'as dit, un point stratégique du fait que, comme je pense que les gens ont des cours de géographie, la France est quand même à côté de l'Allemagne. Oui. Donc de ce point-là, à partir de la France, quand la France a été, ils ont réussi à libérer la France, à partir de là, ils ont quand même pu établir aussi d'autres stratégies afin de pouvoir les faire capituler. Donc, tout cela en l'espace de quelques mois? Pas vraiment quelques mois, parce que cet événement-ci, le débarquement, s'est passé en 1944 et la guerre s'est finie, les Allemands ont capitulé le 8 mai 1945. Alors le débarquement a eu 1946 ou 45? 45. Le débarquement a eu lieu en 44. En 44, en juin 44. Et ils ont capitulé, oui, 11 mois. 11 mois. Oui, quasiment 11 mois, c'est intéressant. Mais je ne comprendrai jamais ce qui pousserait des hommes à se tuer. Je ne sais pas. Bon. Ça, l'envie de l'homme, c'est un peu compliqué. Mais à noter aussi que les Africains se sont battus aux côtés de leurs alliés du fait que certains pays étaient déjà colonisés. Donc, dans les pays colonisés, on a enrôlé les Africains, par exemple, pour aller se battre sur le front. Il y a certains dont il y a des mémorials un peu partout, je pense en France et tout. Mais ils ne sont pas très connus du fait qu'à l'époque, c'était assez compliqué la tension colon-africain. Oui, mais après, c'est bien qu'on en parle. Oui, oui, aussi. C'est bien qu'on en... Je me demande maintenant, les Africains en question, ils allaient se battre parce qu'ils étaient français, parce qu'ils étaient britanniques ou parce qu'ils étaient africains. Je pense que peut-être qu'ils étaient forcés de le faire. Parce que je sais que les Blancs ont voulu coloniser les Africains du fait de leur force physique. De leur force physique, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler dans les plantations de coton, de canne à sucre et tout ça. Donc je pense que aussi parce qu'ils étaient forts physiquement, c'était de bons militaires, d'autant plus qu'ils étaient très disciplinés. Très disciplinés, enfin, la discipline était obligée à l'époque aussi, hein, surtout avec les groupes, enfin, surtout dans les pays colonisés, parce que tu ne vas pas diriger des gens qui n'arrivent même pas à t'obéir. Et là, je me demande, en pleine tension comme ça, là, je suis un esclave. Je fuis. Tu vas fuir, tu vas aller où? J'ai compris en fait la fin de ta phrase. Voilà. Mais alors c'est soit je retourne en colonie, soit je me fais tuer. En fait, dans les deux cas, il n'y a rien d'avantageux. Moi, je pense que déjà, dès le moment où tu arrives sur le front, fuir, c'est déjà compliqué. Enfin, j'ai dit je fuis, mais fuir, c'est compliqué quand même. Après, tu vas fuir, tu vas passer par où? Oui, c'est ça aussi. Et puis si jamais tu te fais avoir, je pense que tu vas te faire fusiller pour désertion. C'est ça. Si on t'attrape et si ce n'est pas les Allemands qui finissent par t'attraper et te tuer au final. Donc, leur condition est assez compliquée en soi. Et je me dis aussi, comme on parlait identitairement parlant, je te dis que je suis en train de me battre dans une guerre où la plupart, enfin, je ne comprends pas beaucoup. Je sais pas, moi, j'étais un peu ils se battent chez moi. J'étais là. Je ne comprends pas. Tranquille, j'ai mangé mon pila et puis voilà. Quoi? Mon pila, je sais quoi? J'en sais rien. Je vais dire pila ou le pila ou oui, c'est une épice. En fait, ça on met dans le riz et tout ça, c'est très très bon. Et c'est typiquement, c'est tanzanien, hein? Oui, c'est tanzanien. C'est tanzanien. Ok, Andrea, tu nous apprends certaines choses. Bah, c'est gratuit, hein. Je pense qu'il y a eu l'un des derniers combattants qui a été honoré dans un film documentaire du professeur Voto. Oui, en effet. C'est une bonne chose. On parlait du problème d'identité et le fait qu'on fasse ressortir ce genre de choses, c'est bien. Le fait que l'on parle des personnes qui se sont battues aux côtés des Alliés, ça constitue l'histoire quand même, ça fait partie de l'histoire et c'est quelque chose qui est là, quelque chose qui existe. Alors si les gens le savent, c'est aussi même parce que bon, mon peuple meurt par manque de connaissances, comme on dit. Alors si les gens savent ce qui s'est passé, s'ils se disent que bon, j'ai des compatriotes quand même
des compatriotes qui se sont battus, des compatriotes qui ont été courageux. Je peux les prendre en exemple et aller me battre aussi. Bon, c'est vrai que la perspective de se faire tirer dessus ou de se faire bombarder. C'est ça qui effraie certaines personnes. Tu te dis, ouais, je veux bien combattre pour tel, même en soi pour son propre pays. Mais la perspective de se faire tuer pour son pays ou pour une cause, c'est pas tout le monde qui l'accepte de la même façon. Il y a certains qui se disent que pourquoi je veux aller là-bas, je meurs et il reste. Non. Et pour d'autres, c'est je suis d'accord pour mourir pour mon pays parce que pour moi, c'est une cause naturelle. C'est normal. Une cause noble. Andrea, tu t'envolerais dans l'armée? Je ne sais pas trop. Aussi, le film Mon Caporal, je pense que c'est de ça dont tu parlais. Oui, c'est celui-là. Okay. C'est juste le titre, il m'avait un peu échappé. Mais je pense qu'il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Oui, il doit être là. C'est un film documentaire après tout. Donc, ce serait bien, chers téléspectateurs, si vous alliez le chercher et que vous alliez vous documenter. C'est important de savoir parce qu'il y a quand même des Africains, des Noirs qui ont participé à cette guerre. Et ça constitue l'histoire, comme je l'ai précédemment dit. C'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui existe et c'est bien de le savoir. On ne sait jamais, ça peut servir. Et je ne sais pas, mais ça peut servir. Bon, ça sert toujours en soi d'être... Enfin, comme on dit, ça permet d'être cultivé. Et oui, la culture, c'est important, il faut savoir des choses. Que ce soit international ou national. Mais tu n'as pas qu'une seule éphéméride. Non. Aujourd'hui aussi, nous avons la journée internationale pour la lutte contre la maladie de Verneuil ou hydrosadénite. Je pense que même toi, tu ne sais pas de quoi je parle. C'est une maladie de la peau? Alors, Andrea, la maladie de Verneuil, également appelée hydrosadénite suppurée, est une maladie chronique affectant la peau, effectivement. C'est une maladie très peu connue du grand public, comme la plupart des maladies chroniques du même cas, pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement vraiment efficace, parce que comme traitement d'office, c'est juste une espèce de chirurgie que la plupart des gens font pour cacher un peu, disons, les dégâts faits par cette maladie. On a évité un peu de montrer les images parce que ça peut choquer certaines personnes. Voilà. C'est pas forcément tout le monde qui a les cœurs solides pour voir ça. Tu peux nous parler un peu des symptômes parce que on a quand même caché les images et ça veut dire que c'est quelque chose de plutôt choquant. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi à la peau? C'est une maladie cutanée disgracieuse, je précise. Elle a comme symptômes apparition de nodules, abcès, fustules inflammatoires qui affectent des secteurs comportant certains types de glandes sudorales, comme les aisselles, les seins, l'aine. C'est un peu compliqué où tu as une espèce d'éruption cutanée qui t'apparaît sur toute la peau. Pour dire vulgairement, disons, des espèces de gros boutons enflammés qui t'apparaissent sur la peau. Ça doit être douloureux. C'est à la fois douloureux, contraignant, compliqué et... disgracieux, comme tu l'as dit, c'est très peu esthétique. C'est très peu esthétique parce qu'il y a d'autres aussi, ça peut aussi apparaître un peu sur le visage. Ouh là là. Donc là, ça devient compliqué pour mener la vie de tous les jours. Et donc, si je comprends bien, c'est une maladie chronique. C'est-à-dire qu'elle apparaît et elle disparaît si c'est chronique. Oui. Dans certains cas. Je me demande, c'est quelque chose qui est congénital, ça vient des gènes ou je sais pas, c'est juste un coup du sort, c'est quelque chose que tu attrapes seulement comme ça, un peu comme une mauvaise grippe, je sais pas. Au moins c'était comme la grippe. Mais il y a Andrea, malheureusement, vu que déjà la maladie est très peu connue, donc il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui se sont penchées sur le sujet pour savoir si c'est vraiment une maladie chronique ou si c'est juste dans les gènes ou si c'est juste de nous-mêmes ou on l'attrape peut-être en touchant quelque chose. Mais je pense que les chercheurs se penchent encore dessus pour déterminer une cause exacte de l'apparition de cette maladie. On ne peut pas soigner quelque chose si on ne sait pas d'où ça vient. C'est ça. C'est pas encore beaucoup de gens qui se penchent. Déjà, pour la petite histoire, cette maladie a été... la journée mondiale pour lutter contre cette maladie a été initiée par l'Association française pour la recherche sur l'hydrosadénite, en sigle AFR, en 2012. Ok. Et disons que la maladie tire son nom de Verneuil, chirurgien Aristide Verneuil, qui en 1864 fut le premier à s'intéresser vraiment à la chose et publier ses observations.
Donc, dis-toi que depuis 1864, ce n'est qu'en 2012 que les gens se décident de se mobiliser vraiment pour montrer au grand public, en fait, que cette maladie existe, que certaines personnes l'ont et que ça peut être compliqué. Parce que je me dis, si ça peut apparaître aussi sur des enfants, ça va être compliqué parce qu'on sait que l'école primaire, l'école secondaire, la maternelle, ça ne pardonne pas. Oui. Les gens peuvent se moquer de toi, tu vas te sentir mal. C'est compliqué. Tu seras considéré comme un paria de par ta différence. C'est ça. Et puis bon, après, je me dis, c'est vrai que c'est pas très esthétique, c'est contraignant comme tu as dit, mais la douleur, en fait, c'est des inflammations. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas une douleur localisée, c'est un peu partout. Ça doit être horrible. C'est horrible. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations, ça veut dire que c'est une maladie qui ne touche pas beaucoup de personnes. La maladie touche environ 1% de la population. La population mondiale. La population mondiale. Environ 1% de la population mondiale. Mais donc, vu que si je puis dire, ce n'est que 1%, donc vu que c'est pas très connu, pour ceux qui ne savent pas, tu peux voir quelqu'un se balader, tu vois, tu te dis, mais celle-là encore, elle ne peut pas trouver de solution, alors que tu ne sais pas ce que la personne vit, les inflammations. Tu ne sais pas quand est-ce qu'a été enregistré le dernier cas? Le dernier cas, non, malheureusement. De la maladie parce que déjà, pour la petite chose, déjà pour les recherches, ça a été assez compliqué, je peux te dire, parce qu'il y a très peu de monde qui parle dessus. Vraiment très peu. C'est comme si la chose n'existait pas en soi. Faire des recherches, ça a été compliqué. Demander aux gens, ça a été compliqué. Donc, mais j'ai quand même tenu à parler de ça, même avec le très peu d'informations qu'on a, pour qu'à force, ça circule et que les gens s'y intéressent un peu plus. Qu'on se penche dessus, et que ça puisse se faire connaître. Aussi, il faut savoir que, voilà, le surpoids, le tabagisme sont des facteurs adjacents. Donc, le tabagisme, c'est un des facteurs. Donc, le tabagisme et le surpoids sont des facteurs qui favoriseraient l'apparition de cette maladie. Arrête de fumer. Je ne fume pas. Ça me choque un peu parce que déjà qu'on n'a pas d'image, rien que le fait d'imaginer ce que ça pourrait être. Je pense qu'on va laisser les téléspectateurs découvrir d'eux-mêmes, à l'image d'eux-mêmes en faisant leurs recherches, à quoi ça peut bien ressembler. Parce la maladie de Verneuil. C'est pas tout le monde qui a les cœurs solides, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est assez compliqué. Âme sensible, s'abstenir, comme on dit par chez nous. Partout, en fait. J'imagine. La maladie de j'ai beaucoup de mal à imaginer, à assimiler ce que ça pourrait ressembler. Je sais pas. Peut-être que j'ai vu. Tu sais, à un moment donné, il y avait sur la chaîne Discovery Science, l'émission Body Bizarre. Body Bizarre. Oui, ce que tu es en train de me décrire là, ça me fait penser à un cas. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Restons dans le fait que c'est une éruption cutanée. Oui, c'était sur sa peau et le monsieur, il avait beaucoup de boutons, ce genre de un peu partout sur la peau. Ça apparaît surtout du côté où les glandes sudorales sont vraiment au max. Tu vois, les aisselles, par exemple, comme on dit, tout le monde transpire. C'est surtout dans ces endroits. C'est dans la transpiration. D'où on parle de surpoids parce que les personnes en surpoids, elles suent beaucoup. Donc c'est surtout dans les endroits où on transpire vraiment beaucoup. Genre les aisselles, tout le monde transpire. Les aisselles, oui. Donc c'est surtout de ce côté-là que la plupart, c'est vraiment là où la parution est vraiment forte. On peut un peu l'assimiler à des ganglions parfois aussi. Parce qu'il y a des ganglions lymphatiques sous les aisselles. Soit quand tu as une infection, ça gonfle et tout ça. C'est ça. C'est un peu ça. Mais Andrea, je pense que toi aussi, tu vas quand même découvrir en faisant ta petite recherche. Il faut que je me documente parce que c'est très. Il faut que je sache. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que l'on sache, chers téléspectateurs, parce que c'est très confus. D'où je dis de se documenter et vous puissiez découvrir la maladie, voir les images de vous-même. Les personnes atteintes de cette pathologie doivent éviter le sucre. Doivent éviter le sucre. Oui. Déjà, c'est une maladie contraignante et de surcroît, tu as des conditions. Et pourquoi éviter le sucre? Je ne comprends pas. Éviter le sucre. Ils doivent éviter le sucre. Le sucre fait transpirer? Je ne sais pas.
Bon, après, c'est vrai que le sucre a beaucoup d'effets néfastes sur le corps, beaucoup d'effets néfastes, enfin, sur l'organisme, je voulais dire, plus sur l'organisme, parce que le sucre en soi, si tu l'utilises comme gommage, franchement, c'est carré. C'est pas que le sucre fait transpirer, pour répondre à ta question, c'est juste qu'elle favorise le vieillissement de la peau. Ah, le sucre favorise le vieillissement de la peau. Comme c'est une maladie ça tient la route. Ça veut dire que dans le fond, c'est vrai que les informations ne sont pas très complètes, mais on sait quand même. Alors en réalité, c'est un peu pour dire aux gens d'éviter le tabagisme, d'éviter de se mettre en meilleure forme d'abord, oui, par rapport au surpoids, et aussi d'éviter la consommation excessive de sucre. Toujours vérifier son taux de sucre d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a que des causes connues pour le tabagisme dans certains cancers, mais après il y a des situations qui sont beaucoup plus contraignantes, vraiment plus en profondeur, qui peuvent créer d'énormes problèmes avec le tabac, avec le sucre. Enfin, le tabac, c'est pas seulement avec la peau, il y a aussi le fait que déjà pour les poumons, c'est pas bon. Oui, il y a les cancers. Évitez de fumer, s'il vous plaît. Et aussi, je pense que de ce qu'on a lu, il y a aussi le fait qu'il faut éviter la bière. Donc, dans la bière, il y a du sucre. Dans la bière, je pense que tu vas étonner certains d'entre eux. Exactement, si vous ne le saviez pas, la bière aussi est assez riche en sucre. Alors, pour éviter cette maladie, vraiment, on dit mieux vaut prévenir que guérir. On n'est pas en train de vous dire d'arrêter de boire de la bière, parce que je sais qu'avec le stress là et tout, tu descends 1 ou 2 bouteilles, ça fait toujours du bien. Mais on va éviter d'en prendre en quantité exagérée. En quantité, je pense qu'une bouteille peut suffire. 1 ou 2 bouteilles, quand même. Le sucre est très dangereux pour la santé. En plus de favoriser l'obésité, le diabète, je sais pas, comment ça s'appelle, l'hypertension aussi. C'est trop compliqué parce que le sucre, c'est quelque chose qui est dangereux, mais le corps en a besoin aussi. Mais en fait, il faut l'ingérer de façon équitable. En fait, tu n'en prends pas plus, tu prends la quantité nécessaire dont tu as besoin de ton corps. C'est pas que tu te mets... Bon, c'est aussi compliqué parce que moi, je dis déjà, je suis une folle de chocolat. J'adore le chocolat et c'est compliqué. Une drogue. Une drogue très compliquée. Donc, dans des petites choses, tu peux trouver du sucre. Toi, tu te dis que non, c'est petit, ça ne va rien faire, alors que la quantité de sucre est 100 fois proportionnelle à autre chose que tu peux consommer. Il faut qu'on rappelle quelque chose, parce que tu as dit que c'était une maladie cutanée, plus localisée sur les glandes sudorales. Donc, on doit rappeler que les glandes sudorales favorisent la transpiration, ou sont là pour faire transpirer. Suer. Oui, en fait, c'est pour faire transpirer le corps. Le corps doit transpirer, en fait, parce que dans la transpiration, figurez-vous, chers téléspectateurs, beaucoup de toxines sont éliminées. Beaucoup. Mais ce que les gens ne se rendent pas. Oui, c'est ce dont les gens ne se rendent pas. C'est vrai que ça peut être disgracieux, que ce n'est pas intéressant. Il y a aussi à savoir que ce n'est pas la sueur qui donne une mauvaise odeur, ce sont les microbes. Oui, la sueur ne sent rien. Les gens ne savent pas ça. Ce sont Ils pensent que c'est le fait que... Parce qu'en soi, si on peut dire la sueur, c'est de l'eau. Ce sont les bactéries, parfois localisées dans la zone où on les... Oui, parce qu'après les glandes sudorales, c'est vraiment souvent les plis aussi du corps. Les plis du corps. Ce qui fait que quand tu es un peu serré, là, il y a, je sais pas, du sable qui pourrait de la poussière, disons. C'est surtout le frottement. C'est le frottement qui crée ce genre d'odeur. Donc, c'est important aussi de bien se laver. J'ai l'impression. Heureusement, je m'attendais à ce que tu dises ça. Oui, pour ne pas accuser la sueur, en fait, ce n'est pas à cause de la sueur que l'on sent, parce que transpirer est tout à fait normal et notre corps en a besoin pour éliminer, comme je le disais, des toxines, le sucre et voire même le sel. Aussi. Mais pour compléter ce que tu disais, avec le fait de se laver aussi, surtout en période de canicule, moi je le dis parce que j'ai connu certaines choses. C'est pas parce que c'est le matin que tu peux sentir mauvais. Mais bon, lavez-vous. Alors Andrea, je pense qu'on va évoluer aussi. Donc on va passer à la rubrique suivante qui est l'actualité. On va voir ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Oui, voyons.
Alors, actualité, Andrea, tu as 2-3 informations pour nous. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Alors, chers téléspectateurs, la question que je vous ai souvent posée, que se passe-t-il à travers le monde, mais surtout, que se passe-t-il autour de nous? Alors, on est Congolais et franchement, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je n'en sais rien. Et nous allons parler d'une situation qui dure depuis plusieurs années, qui fait le tour de la toile et dont les gens on ressent un certain ras-le-bol, parce que ça va faire une vingtaine d'années que cela dure. Je pense que certains l'ont compris. On parle de la guerre qui sévit depuis très longtemps dans la partie est de notre territoire. Alors, dire la partie est, ce n'est pas assez précis. On va prendre, enfin, on ne va pas prendre. Il s'est passé ça. C'est ce qui s'est passé, pardon, dans le territoire de Béni. Alors, les 16 civils ont été tués mardi 4 juin lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF à Massaou, un village du secteur de Béni Mbaou, dans le territoire de Béni au nord Kivu, a rapporté mercredi 5 juin la société civile. C'est-à-dire que la situation est arrivée il y a à peu près 3 jours, mais bon, voilà le temps que ça arrive ici et tout ça, on a été mis au courant que le mercredi 6 juin, cette information nous vient mercredi 5 juin, excusez-moi, cette information nous vient de la radio Okapi et vous pouvez voir derrière moi, chers téléspectateurs, cette habitation qui a été incendiée par des présumés rebelles des ADF. Donc on ne sait pas exactement si c'est eux, mais c'est à eux qu'on attribue cet acte pyromane criminel. Alors, plusieurs autres personnes ont été portées disparues. Cette nouvelle attaque a causé un mouvement de déplacement massif de la population qui a abandonné le village pour se diriger vers les localités voisines de Magina et Cantine qui, elles, sont jugées un peu plus sûres. La société civile indique que les rebelles des ADF ont profité de la relève des militaires des FARDC à Massaou, une entité qui se trouve seulement 2 policiers pour attaquer la population locale. Jusqu'à mercredi matin, 16 corps des civils tués ont été retrouvés dans cette zone. Les responsables de cette structure citoyenne affirment également que 4 maisons ont été incendiées par les assaillants, dont l'une d'elles derrière nous. Et la société civile, encore une fois, du secteur de Benimba, où plaide pour l'intensification des opérations militaires conjointes des FARDC UPDF contre les ADF dans les contrées. Malheureusement, la radio Okapi n'a pas pu obtenir des réactions des responsables des forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir des précisions sur cette attaque. Donc, vous comprendrez, chers téléspectateurs, que notre armée n'a pas, que la radio Okapi plutôt, n'a pas pu obtenir de réaction. Donc, d'une certaine manière, on ne sait pas ce qu'il se passe, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer. Mais la société civile est en train de plaider pour plus d'intensification. Et je pense que tu comprends où est-ce qu'ils veulent en venir. C'est-à-dire que malgré les opérations qui sont en train de se faire, la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Ne s'améliore toujours pas. Ne s'améliore toujours pas. Et vous avez tout un peuple qui vit constamment dans la peur. Et c'est difficile en fait d'évoluer dans ce genre de climat. C'est-à-dire je ne peux pas sortir et ne pas avoir peur qu'on me tire dessus. Ils en ont profité du fait qu'il y ait très peu de personnes chargées de la sécurité dans le secteur. Tu as dit 2 personnes? Oui, 2 policiers à peine. Et ils ont profité de ça pour aller attaquer encore une fois la population. C'est-à-dire qu'ils se servent vraiment de la peur. Parce que plus les gens commencent à partir, ce sera plus facile de prendre le territoire et ils resteront là. Et comme vous avez pu le comprendre, l'armée ne s'est toujours pas prononcée. Alors, comment est-ce qu'ils sont en train de gérer? Jusqu'à quand est-ce que cette situation va durer? Parce que, comme je l'ai dit, la situation sécuritaire dans l'est du pays est quelque chose dont on parle depuis tellement d'années, mais tellement, et c'est vrai que c'est là qu'on commence à remarquer qu'il y a des réactions, c'est là qu'on commence à remarquer que, allez, on essaie de les repousser, certains territoires ont même été récupérés, mais en soi, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de concret. On ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de concret, et encore là, on dit juste que plusieurs autres personnes sont portées disparues. C'est vrai que le bilan s'évalue à 16 morts, et plusieurs disparus. C'est-à-dire que les disparus peuvent tout aussi bien être morts.
Non, tu laisses des personnes, des familles totalement endeuillées qui ne peuvent même pas enterrer leur propre mort parce qu'ils ont dû fuir rapidement. Ils ont dû partir. Ils ne savaient pas quoi faire. C'est-à-dire, à la moindre attaque, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Et ils abandonnent tout derrière eux. Alors, je ne sais pas si peut-être que tu as quelque chose à rajouter. Ce serait bien que l'on parle en fait de cette situation. Parce que ça dure depuis très très longtemps, plusieurs décennies. C'est même un peu plus long que la guerre mondiale dont tu as parlé. Ouais, la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a duré 5 ans. Là, c'est oui, comme tu as dit, plusieurs décennies. Mais en soi, je pense que pour les gens qui fuient, c'est normal. Ne dites pas que non, quand vous partez, vous laissez le territoire. C'est sa vie. Tu te rends compte que, pour ceux qui ont des enfants, même, toute une famille en soi, tu te dis que je ne veux pas que je me réveille le lendemain, mon enfant est disparu. Je ne veux pas qu'en me réveillant le lendemain, je ne sais pas, je retrouve la tête de mon enfant pendue là-bas. C'est extrême, je sais. Mais ce sont des choses qui arrivent là-bas que nous, peut-être, on peut trouver extrêmes. Oui. En réaction de quoi, je préfère fuir, aller me trouver un territoire sûr, aller me trouver un endroit où je peux m'abriter, si je puis dire. Et ce n'est même pas que les endroits où ils sont partis sont sûrs. Ils sont juste jugés. C'est-à-dire, c'est par rapport à la situation actuelle, de là où tu laisses. Tu te dis que là-bas, pour le temps où j'y serai, peut-être un bon moment, je pourrais être en sécurité. C'est vraiment juste un a priori. C'est a priori plus sûr, donc je vais aller là-bas. Mais ça fait qu'après, tu as des gens qui, bien évidemment, ont fui pour sauver leur vie, mais qui se retrouvent dans des situations très précaires. Mais c'est ça aussi, parce que là, tu pars, tu vas vers un autre endroit, tu n'as pas l'habitation que tu avais là-bas. Déjà, tu vas, comment on peut dire, tu vas dépendre de l'aide des gens. Parce que c'est pas, si on peut le dire, c'est pas chez toi. C'est vraiment pas chez toi. Donc tu arrives, par exemple, il y a des endroits où ils accueillent peut-être certains réfugiés, mais c'est pas toujours dans des très bonnes conditions. Indépendamment d'eux, ils font de leur mieux aussi des fois. Mais des fois, rationner tout le monde, c'est compliqué. Les soins de santé, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres qui viennent blesser aussi, Andrea. Il y a d'autres qui viennent blesser. Rationner tout le monde, c'est compliqué. Tout en les rationnant, il faut aussi les sécuriser. Une troisième affaire. Donc, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Non, tu peux nous en dire la pyramide de Maslow. Alors, pour la petite histoire, Maslow, c'est un psychologue qui est allemand, si je ne m'abuse, et qui a établi une pyramide dans la vie des hommes. Alors, pour la pyramide en question, elle a 5 niveaux et il y a le niveau d'abord des besoins. C'est vraiment les besoins. Il y a d'abord le besoin d'alimentation et ensuite le besoin sécuritaire. Alors, si tu ne dépasses pas les deux, c'est compliqué d'évoluer. Alors, à partir du moment où je suis dans une situation où je ne suis pas en sécurité, je ne mange pas. C'est-à-dire tu brûles une étape, d'abord tu n'es pas en sécurité, mais pour revenir vers l'autre étape en fait, c'est ce que tu as dit. Le rationnement est difficile parce que ce sont des gens qui ne sont pas de ces secteurs-là. On ne sait pas trop comment est-ce qu'ils font pour s'organiser et tout ça. Et je me dis que si déjà pour le besoin d'alimentation et le besoin de sécurité, on n'arrive pas à l'obtenir, je ne pense pas que le pays puisse évoluer. Mais vraiment, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent me dire on peut développer une économie de guerre, on peut développer, je ne sais pas, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, d'autant plus que la plupart des denrées, la plupart des minéraux aussi proviennent de l'Est du pays. Alors à partir du moment où les gens ne sont pas en sécurité, qu'ils ne mangent pas, le besoin d'appartenance. C'est compliqué parce que moi je dis, vous pouvez, oui, comme tu as dit, il y a des mines aussi là-bas. Mais quand vous allez vouloir développer votre économie, on va développer avec nos ressources. Et les ressources en question, vous allez aller chercher les ressources dans un endroit où la plupart des gens sont en train de mourir. Je pense que c'est ignoble. Vous vous préoccupez plus de ce que vous allez déterrer que des vies humaines. C'est compliqué. Oui. Je pense qu'il faut d'abord, comment dire, gérer leur cas. Non, oui. Gérer leur cas, améliorer la situation, littéralement la faire disparaître. Mais c'est maintenant là que c'est compliqué parce que ça dure quand même depuis plusieurs années. Et plus on avance, plus il y a des rumeurs impliquant beaucoup de pays. Beaucoup de pays et même des entreprises. Il y a eu récemment
il y a eu quelques temps un scandale impliquant Apple avec le Congo pour le coltan. On en a parlé sur ce plateau. C'est-à-dire que d'un certain côté, on dirait un peu une guerre qui est politique, une guerre avec des... Une guerre qui vous dépasse en fait. Oui, Vous c'est êtes quelque chose juste, qui dépasse totalement la population. Des dommages collatéraux. On est la population n'est juste que ne constitue qu'une victime collatérale. Mais bon, je pense que nous devrions passer à la deuxième actualité. Je ne pense pas, il faudrait le faire pour changer un peu cette atmosphère morbide, parlant de quelque chose de joyeux. Alors, les léopards sont aux prises au stade Abdoulaye Wade ce jeudi 6 juin 2023 à 20 h contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Oui. Ce match de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 États-Unis, Canada, Mexique marque le retour en compétition des Fauves en stand-by depuis le mois de mars. Donc là, on a les léopards qui vont se battre contre les lions. Alors, devant des Sénégalais qui n'ont ménagé aucun effort dans la préparation de ce duel des titans du groupe B après leur CAN 2023 arrêté brusquement en huitième de finale, la bande de Sébastien Desabre aura des arguments à faire valoir. Alors, on a une déclaration de Sébastien Desabre qui dit, je cite, « La préparation s'est bien passée comme pour tout le monde. Les dates du mois de juin sont particulières compte tenu de la programmation. Nous sommes contents de se retrouver ensemble. Il y a beaucoup d'énergie après un petit break au mois de mars. On a préparé ces deux matchs avec beaucoup d'humilité, toujours en essayant de progresser. Les matchs se jouent pour les gagner. L'important est de finir premier au bout de 10 journées. L'idéal n'est pas d'être premier ce match, même si c'est toujours bien. Nous, on aborde tous les matchs pour essayer de les gagner, pour avoir de l'ambition dans le jeu, ce qui sera le cas pour cette explication. Le Sénégal, ce n'est pas pour rien qu'ils sont deuxième en Afrique et 17e au monde. Wow. On respecte beaucoup et je pense que nous avons des qualités à faire valoir. On est sur une phase de progression. Pour nous, c'est de jouer face à ce qui se fait de mieux en Afrique pour montrer ce dont on est capable. On essaie de se concentrer au maximum sur nos qualités. Cette information nous vient d'actualité.cd. Alors, l'un des classiques de ces éliminatoires met en scène deux géants africains avec des effectifs fournis dans les secteurs de jeu. Malheureusement, le Sénégal se retrouve amputé d'un de leurs piliers forts, Sadio Mané, qui est une absence qui paralyse vraiment le sélectionneur Aliou Cissé, mais qui va y remédier pour composer un 11 compatible sans l'influence de l'ancien Reds. Alors, les Reds, c'est la deuxième appellation qu'on donne aux joueurs de l'équipe de Liverpool. La RDC aura à cet effet une opportunité à point nommé à saisir pour faire le coup parfait. Elle qui compte sur tous ses pions majeurs, en l'occurrence de Gaël Kakuta et de Yohan Wissa. Alors, amené par le maestro Kakuta, ces léopards se doivent de cravacher dans une explication qui s'annonce intense pour reprendre du poil de la bête. Parce que figurez-vous qu'ils n'ont pas battu les Lions au bout du temps réglementaire 5 ans durant. La dernière victoire traverse les décennies. Elle date, figurez-vous, 55 ans. Wow. Elle date du 26 janvier 1969. Les face-à-face en date, donc en 2011 et en 2010, en marge des éliminatoires de la CAN 2012, ont été tournés à une leçon, voire à un vrai fiasco. Alors, le Congo a perdu 4-2 face au Sénégal et à Lubumbashi, ensuite 2-0 à Dakar. Wow. Alors là, on se retrouve en fait dans une situation qui... on peut dire la pression est là. Oui, on est vraiment très précis avec Sébastien Desabre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Sébastien Desabre est un entraîneur français qui, entre 2006 et 2020, a entraîné 13 équipes, dont celle qui est nationale de l'Ouganda. Il a un bon palmarès, il a été vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire en 2011, du championnat du Cameroun en 2013. Il est avec nous depuis 2022 et nous a fait arriver en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations près d'un an juste après son arrivée. Alors, on va dire qu'il a quand même abattu un bon travail, oui, un travail de titan. Il a restructuré un peu l'équipe, il a restructuré le jeu. Et j'aime bien l'approche qu'il a en fait avec, les joueurs. Oui, avec les joueurs face au Sénégal surtout.
C'est-à-dire que malgré le fait que Sadio Mané ne sera pas présent, il préfère pas tuer. Il ne préfère pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il est toujours là et respecte son adversaire. Il se dit qu'on va se donner à fond et de cette manière, on pourra gagner. Parce qu'il s'agit quand même des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il y a des chances pour que, après tout ça, nous puissions passer et jouer la Coupe du Monde, ce qui serait vraiment un honneur pour nous, avec au vu des énormes talents qu'on a en République démocratique du Congo. Surtout, je pense que la plupart des gens, d'où la dernière compétition de la CAN qui a eu lieu, oui, avec les frissons que notre équipe nous a donnés, on espère revivre en fait oui, même tous ces événements, toutes ces atmosphères, parce que je pense qu'on a tous aimé, on était étonnés. Parce que déjà au début, tout le monde se disait, je ne veux pas suivre, on va encore perdre, la déception c'est fatigant. Mais on a été épatés. Franchement, personnellement, moi j'ai été épatée. Je ne suis pas très foot, sincèrement, je ne suis pas très foot. Mais je me suis retrouvée à m'asseoir, littéralement, à suivre le match du début à la fin parce que j'étais épatée, étonnée. Je me suis rendu compte que notre équipe peut faire des merveilles. Des merveilles, des étincelles, comme on dit. Oui, on peut faire des étincelles. On s'est retrouvé vraiment dans quelque chose d'incroyable. On a laissé la magie opérer, la magie du football, si je peux le dire. Parce que, on ne va pas se mentir, quand on regardait les matchs pour les éditions précédentes de la CAN, on était très déçus. Mais après le travail qu'ils ont abattu, ils sont quand même arrivés en demi-finale. Et c'était énorme. Oui, c'est ça. Mais aussi avec l'engouement qu'il y a eu à la CAN. Donc, les gens ont, quand même, il y a cette pression qu'ils mettent. Ils veulent revoir toute cette magie, comme tu as dit. Ils veulent revoir parce que, en soi, notre rêve, ce serait vraiment la Coupe du Monde. C'est ça le but. Après, c'est vrai qu'on parle de Sadio Mané qui n'est plus là et qui constitue l'un des piliers de l'équipe du Sénégal. Mais nous avons quand même leur gardien, Edouard Mendy, qui fait environ 1m93. Cet homme, il fait 1m93. Edouard Mendy fait 1m90, c'est-à-dire que vous avez un building devant vous et on se demande est-ce que cela ne va pas constituer un obstacle, est-ce que ça ne renforce pas l'équipe du Sénégal. Alors c'est vrai que Edouard Mendy a une énorme envergure, il est un peu comme Thibaut Courtois aussi qui est très grand. On a Donnarumma aussi qui est quand même grand. Généralement, les gardiens de but sont grands. Ce qui fait que s'il écarte ses bras comme ça, il peut faire environ 3 mètres d'envergure. Il fait barrière. Alors, je ne pense pas qu'en soi, qu'il renforce vraiment l'équipe du Sénégal parce que bien qu'il ait une énorme envergure, il y a toujours les côtés latéraux que l'on appelle les lucarnes. Voilà, les lucarnes, ils peuvent tirer dans les coins. Ils peuvent toujours enrouler. Il y a beaucoup de gestes techniques. C'est vrai que ça constitue un pilier pour eux. C'est vrai que ça constitue un énorme avantage. Mais en soi, je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de gardiens qui sont grands. Mais le fait d'être grand ne favorise pas forcément la victoire. Ça ne favorise pas la victoire parce que quand tu es grand, plus tu es grand, moins tu es rapide. Plus tu es grand, moins on est réactif. Vous voyez? Donc, ce qui fait que si vraiment le jeu il part correctement, je pense que ça peut le faire. Ça sera vraiment, vraiment bien. Alors, nous envoyons donc tous nos encouragements aux léopards de la RDC et on espère vraiment se retrouver pour la Coupe du Monde parce que j'ai envie de voir un Congo-Argentine. Pourquoi pas un Congo-Brésil? Ce serait bien. Ce serait très très bien de voir plusieurs styles de football qui se mélangent et ça va nous donner un énorme spectacle. Enfin, je pense que tout le monde aussi aime le fait que... Oui. Bon, on a remarqué peut-être avec les saisons précédentes qu'il y a très peu d'équipes africaines pendant la Coupe du Monde. Très très peu, effectivement. Le Maroc nous a épatés la dernière fois. Le Maroc. Mais les Marocains, vraiment, j'étais très très heureuse de les voir arriver jusqu'où ils sont arrivés. Qu'on soit marocain ou pas, je pense qu'on était heureux d'apprendre qu'une équipe africaine aussi se considère. C'est une manière aussi de valoriser le football. J'aimerais qu'on en parle. Vous savez, Semira, tu sais, ou chers téléspectateurs, vous savez, il y a beaucoup de talents en RDC qui ne sont pas exploités. Alors, dans les autres pays, nous avons des équipes de foot, des écoles de foot, pardon, les mêmes équipes de foot qui ont des écoles de formation et ils prennent leurs jeunes talents, ils vont les mettre dans le football professionnel. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de promouvoir. Parce que le football, honnêtement, peut constituer une énorme richesse.
Et ce serait une manière de booster aussi l'économie, de booster les Dans le secteur rêves du des tourisme gens. aussi, parce que Oui. en organisant, avec certains matchs, Des par grandes exemple, rencontres. Disons la dernière fois avec la CAN, la CAN, la Côte d'Ivoire a eu une hausse du taux de tourisme parce que tout le monde venait voir le match. Il y a des gens qui veulent soutenir leur équipe, donc ils décident de quitter leur pays. Tu prends l'avion, tu vas Côte jusqu'au d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le temps d'être logé pour peut-être durant toute la durée de la compétition. C'est de l'argent qui entre. Et énormément d'argent parce que non seulement le tourisme, mais il y a aussi les couvertures médiatiques. Et moi, je suis convaincue que dans ce pays, quelque part, il y a forcément le prochain Messi, qu'il y a forcément le prochain Cristiano Ronaldo. Je suis sûre qu'il y a des énormes talents qui ne demandent qu'à être ressortis et qui ne demandent qu'à vraiment se faire découvrir. En plus d'être découvert, il faut aussi qu'il soit bien guidé parce que comme tu l'as dit aussi, tu vois, il y a des... je pense que tu as déjà vu les petits jouer genre, sur la route. Oui. Déjà, ici, quand tu expliques que tu veux devenir joueur, première réaction de tes parents. Ils te regardent en mode pourquoi tu veux pas aller à l'école? Oui, donc je dis veux pas ça. Parce qu'en fait, les parents voient qu'avec d'autres, l'assistance n'est pas encore ça. Oui. Parce qu'il y a des clubs aussi, il y a des petits clubs qui sont là. Ils se disent après les clubs, il n'y a rien. Il n'y a rien en soi. Et rien ne te garantit forcément que malgré tous les efforts que tu pourras déployer, d'entrer peut-être dans l'équipe nationale ou la section junior, je ne sais pas, il n'y a rien. Et je pense que ça fait aussi obstacle parce qu'il peut y avoir, comme tu as dit, un futur Messi. Mais il se dit que je vais aller là-bas, malgré tous les efforts que je vais faire, peut-être qu'ils ne vont pas reconnaître mon talent parce que qui va me guider, qui va me suivre, qui va faire quoi? Et après... il se décourage, quoi. Après, il n'y a personne qui s'intéresse vraiment à eux. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de m'attaquer aux institutions, je préfère pas. Mais il faudrait dire que quand même, c'est à ça que sert un ministère, à promouvoir. Parce que le sport, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose dont on a besoin, non seulement pour faire évacuer le stress, mais aussi pour le corps, pour l'esprit et tout. Et je le répète, ça constitue une énorme richesse. Quand tu entends des transferts qui se font à des millions de dollars, parfois je me demande même où est-ce qu'ils trouvent cet argent. C'est ça, je me suis toujours posé la question. Parce que je pense que le transfert le plus important de l'histoire jusque-là, c'est celui de Neymar avec 222 millions d'euros. Alors qu'est-ce qui manque pour que l'on ait un footballeur qui va ressortir et permettre en fait d'avoir les mêmes choses. La couverture médiatique aussi est extrêmement importante. Quand on a de grandes rencontres, mais après on n'a pas d'infrastructure, on n'a rien. C'est ce qui fait que les gens finissent par se décourager. Nous, les gens se demandent à quand est-ce que la RDC organisera un jour la Coupe du Monde. Mais non, n'allons même pas loin dans la Coupe du Monde, rien que la CAN. On a déjà organisé? Non, jamais. Non, jamais. Parce que pour la CAN, il y a quand même certaines conditions. Oui, certaines conditions. C'est toujours comme ça pour les compétitions internationales. Il faut toujours Oui, mais justement, c'est par rapport au cas des infrastructures dont tu as parlé récemment. Il n'y en a pas assez. On a combien de stades à Guinée? 2? Je pense 2, 3. Il y a le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël. Je pense qu'il y en a 2 maximum, peut-être si je ne connais pas 3. Mais je pense que ce n'est pas assez pour organiser une compétition d'une telle envergure. Donc, on espère que ça soit... Par contre, il faut aussi noter... Quand tu commences comme ça, tu me fais peur, Andrea. Oui, il faut aussi noter que Sébastien de Sabre n'a pas convoqué Cédric Bakambu ni Silas Kantompa pour le match. Ils ne seront pas... Oui. Ils ne seront pas de la partie contre les Lions du Sénégal. Mais ça ne change rien. De toute façon, le football, ce n'est pas une science. Le football, c'est quelque chose c'est une loi physique pour moi. C'est dire à chaque action, il y a une réaction. C'est-à-dire que si on arrive vraiment à bien structurer le jeu, je pense qu'on peut y arriver. Après tout, nous sommes arrivés en demi-finale de la CAN. Alors pourquoi pas battre le Sénégal? Ce n'est pas impossible. En tout cas, c'est ce qu'on espère, on le souhaite, on le veut. Oui, c'est vraiment ce qu'on veut. Du coup, je ne sais pas trop aussi sur quel pied danser. Il y a mon sentiment patriotique là qui me dit oui, je dois soutenir le Congo et tout ça, mais la déception, on n'est jamais à l'abri de quelque chose comme ça.
On n'est jamais à l'abri de la déception. Mais, comme on dit, hein, mettons seulement les organes. Il ne faut pas mettre les organes, mais cette fois-ci. Après tout, c'est notre pays. C'est notre pays. On va dire quoi? On laisse le bénéfice du doute? Oui, en laissant lui le bénéfice du doute parce qu'après tout, il a déjà abattu un énorme travail de titan. Alors, chers téléspectateurs, nous allons passer à l'actualité suivante qui aussi est la dernière. Nous avons reçu, enfin, disons que cette actualité fait chauffer la toile en ce moment. Le gouverneur de la Banque centrale a fait passer un communiqué qui est derrière nous, qui stipule que maintenant toutes les transactions devraient se faire en francs congolais dans le but de favoriser la monnaie congolaise parce que nous vivons vraiment une énorme dépréciation du franc congolais depuis quelques années. C'est un courrier du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais beaucoup de questions se posent. Enfin, je trouve que c'est trop brusque. Oui, c'est déjà ça. Alors, la première question est de savoir est-ce que ce n'est pas un peu prématuré pour l'économie du pays? Au vu déjà du fait que, pour aller très simplement, l'import est beaucoup plus important que l'export. Ce qui fait que pour rentrer du capital, c'est difficile. Alors, disons que je prends la parole pour le peuple. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Par rapport au fait que ce n'est pas prématuré. N'est-ce pas prématuré un peu qu'il donne cette directive? Enfin, de ce que j'ai lu aussi, de ce que j'ai pu voir, cela entrera en vigueur à partir du 31 juillet. Mais je trouve que c'est quand même aussi un peu prématuré. Enfin, la plupart pensent que c'est prématuré du fait qu'il y a certaines personnes qui, dans certaines transactions, vous avez forcément besoin du dollar ou bien certaines actions ou certains clients peut-être qui viennent de l'étranger. Pour eux, c'est le dollar, c'est compliqué. Et aussi, on va retirer en francs congolais, d'accord, mais à quel taux? Parce que les banques et ceux que nous appelons communément les cambistes, ce n'est pas le même taux. Oui, il y a aussi cette question-là. Tu vas vouloir prendre peut-être 1000, 1500, 2000, 3000 de plus. Et tu vas à la banque, par exemple, on dit que le franc congolais, c'est aussi compliqué, du fait que dans le cas où tu retires 1000 dollars, par exemple, en billet de 500 francs, en rien, tu te fais repérer à l'œil. Donc d'un coup, ça devient aussi compliqué. Ça, c'est juste un facteur un peu terre à terre. Oui. Mais je pense que c'est vraiment trop soudain et qu'il fallait le faire peut-être petit à petit pour permettre... qu'on mette au point un taux, si je puis dire, unilatéral pour tout le monde. Sur lesquels on pourra retirer. Et tu sais ce qui fait aussi que l'économie du Congo ne soit pas très stable, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment il n'y ait pas de suivi. C'est-à-dire que la Banque centrale peut délivrer les devises au taux de 27 000. Après, quand on va arriver chez les personnes communément appelées cambistes, alors celui de Delvaux, il va te changer $1 à 27 500. Celui du Peigne, il te change à 27 800. Celui de Gombe, il te change à 27 900, voire 28 000. C'est compliqué. Parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Il est à noter aussi, chers téléspectateurs, que ce courrier est adressé aux directeurs généraux des banques. Des banques commerciales? Oui, des banques commerciales aussi, surtout. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a pour but de faire baisser la dépréciation du franc congolais. Mais... comment dire? Est-ce que cela ne créerait pas? Je voulais te demander, est-ce que la promotion du franc congolais dépend des retraits en monnaie locale ou dépend du niveau de production ou d'exportation? C'est justement ce dont on a parlé. Au vu de l'économie du pays, ce n'est pas trop ça. Alors je ne vois pas personnellement en quoi est-ce que faire des retraits en franc congolais ferait que le franc congolais soit moins déprécié, parce qu'il n'y a pas de capital en soi, sans production on ne peut pas avoir... on importe plus on importe plus qu'on exporte, même le riz se fait importer, les haricots se font importer, c'est compliqué. Le riz se fait importer? Oui,
Le riz vient Alors de qu'il y a Thaïlande, des il vient mamans de Chine. maraîchères qui fabriquent Oui. le riz là-bas, Il y a qui le riz. plantent les riz et les cultivent. Oui. Même le riz se fait importer. Mais c'est compliqué. Tout se fait importer, absolument tout. Côté exportation, vraiment, le Congo, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop ça du tout. Donc, je ne pense pas que faire des retraits en francs... En fait, faire des retraits en francs congolais poussera juste poussera juste le peuple à beaucoup plus utiliser la monnaie en question, mais ça ne fera en rien que la monnaie congolaise soit un peu plus puissante ou gagne un peu plus de valeur. Non. Honnêtement, non. Mais il y a aussi une question qui se pose. Est-ce que cela ne créera-t-il pas une pénurie de devises? Parce qu'il y a des situations où il faut savoir que les fonctionnaires de l'État sont payés en francs congolais depuis très longtemps. Alors quand leur argent est versé dans les banques et qu'ils vont le retirer, ils vont se retrouver dans une situation où il n'y a pas d'argent. Alors comment faire pour pallier à ça? C'est-à-dire c'est une bonne initiative, mais jusque-là, le gouvernement ne nous propose aucune solution, ne nous donne aucune précision. C'est-à-dire qu'on va encore se retrouver là à subir quelque chose. On devra se débrouiller. Oui, il va falloir se débrouiller, trouver une solution. Se débrouiller, c'est pénible. C'est très pénible. Ça risque d'être vraiment pénible. Je me dis, il y a des gens qui prennent, moi personnellement, si je dois aller quelque part, je préférerais retirer en dollars. La plupart des banques, même les ATM, les distributeurs, oui, c'est plus pratique. Quand tu retires avec des francs, surtout en période de paye, comme tu as dit, c'est tellement compliqué. Déjà, il y a une file d'attente plus longue. Et quand tu es à ton tour, là, tu arrives à ton tour, ah bah désolé, le distributeur ne fonctionne plus. Déjà, et ce qui fait que si les personnes ont vraiment besoin d'argent, elles vont devoir convertir ce qu'elles ont en francs pour le dollar. Et là, je dois vous assurer que le taux est faramineux. Le taux est faramineux dans les banques. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, honnêtement, je reviens encore là-dessus. Je ne sais pas si cette mesure permettra que le franc congolais gagne un peu plus en valeur. Je ne sais pas, cher public. Mais ça fera en tout cas que les gens l'utilisent beaucoup plus, puisqu'ils seront forcés de le faire. Est-ce que la Banque centrale a la maîtrise de ce que vaut les revenus de la masse travailleuse du secteur public? Est-ce que la Banque centrale a la maîtrise de ce que vaut les revenus de la masse travailleuse du secteur public? Alors, je suppose que au vu de cette lettre qui en fait est un ordre carrément, ils doivent forcément savoir à peu près ce que gagnent les travailleurs. Tu vois, je ne pense pas qu'ils feraient exprès de mettre à mal la population. Je ne crois pas. Donc forcément, ils doivent forcément le savoir. Ils doivent forcément le savoir pour pouvoir... ce ne sont pas des mesures que l'on prend comme ça à la légère. Donc forcément, ils doivent le savoir. En tout cas, on espère qu'on aura un peu plus de précision sur le sujet bientôt et que tout le monde pourra avoir la lumière dessus et oui, on pourra savoir comment ça se passera. Ou que tout le monde prenne ses dispositions. Que tout le monde prenne ses dispositions. Alors, c'était l'actualité, Andrea. Je pense qu'on peut passer à la rubrique suivante, qui est clip du jour. Alors, la rubrique clip du jour est aussi assurée par Andrea. Andrea, qu'est-ce que tu nous as préparé? On va écouter quoi? De la musique classique? J'aurais bien aimé, mais je ne pense pas que ça va assez caresser les oreilles de nos chers téléspectateurs. Beethoven n'est pas au goût de tout le monde. Oui, je pense aussi. Alors, nous allons revenir un peu vers des personnes... comment dire? Nous allons revenir vers des Congolais. Bon, ok, ce sont peut-être des Congolais de la diaspora, mais ils sont avant tout Congolais. Alors, le premier clip que nous vous proposons, c'est Le Pire de Gims. Alors, pour la petite histoire de son vrai nom... Excuse-moi, je pense qu'avant d'expliquer aux gens, ils devraient peut-être l'écouter d'abord et on en reparlera après. Pourquoi pas? Alors, nous allons demander à la régie de passer le clip Le Pire de Maître Gims. Alors, chers téléspectateurs, j'espère vraiment que cette chanson vous a plu.
Nous voyons ici un clip d'un géant de la musique internationale. Qui est-ce qui ne connaît pas Gims? Qui n'a jamais entendu parler de Maître Gims? Alors, comme je pense que vous avez quand même des basiques sur lui, on va quand même passer une toute petite biographie, quelque chose de court, histoire d'enrichir un peu plus votre culture musicale. Alors, de son vrai nom, de Gandhi Juna, Gims ou Maître Gims est né le 5 mai 1986 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais à l'époque le Zaïre. Alors, son père est Juna Janana et il est chanteur de la troupe congolaise Viva la Musica de Papa Wema. C'est-à-dire que depuis son enfance, Maître Gims a toujours été exposé. Oui, il a toujours baigné dans ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'il devienne chanteur à son tour, je pense. Il arrive en France en 1988 à l'âge de 2 ans avec ses parents qui sont alors étrangers en situation irrégulière. Du fait de la clandestinité de ces derniers, il explique alors avoir eu une enfance difficile. Il a été placé dans plusieurs familles d'accueil avant de finir dans des squats jusqu'à ses 18 ans. Alors, ce passage de sa vie est évoqué dans son livre « Vise le soleil ». Il fait partie d'une fratrie de 6 enfants. C'est le frère aîné de Dadju qui lui aussi est chanteur et qui faisait partie du groupe The Shinchekai, de Bejik, Afi et Jelas. Ils sont tous les 3 rappeurs. Wow. Sur son premier album Subliminal sorti en 2013, ces derniers effectuent une participation sur la chanson Outsider. Gims grandit dans le 9e arrondissement de Paris. Alors, il fait partie d'un groupe, il a fait partie d'un groupe qui s'appelle les Sections d'Assaut. Le fameux. Les fameuses Sections d'Assaut, on a tous entendu parler d'eux avec des titres tels que Avant qu'elle ne parte. Disque d'or. Oui, exactement, qui ont fait un énorme succès en fait. Alors, le nom Section d'Assaut comporte aussi une référence à la Sturmabteilung. Alors, j'espère que je l'ai bien prononcé, mais en français, ça signifie section d'assaut. Section d'assaut, ça s'écrit avec un X, ça, on le sait déjà. Et c'est une célèbre unité paramilitaire nazie. C'est que le groupe apprend par hasard lors d'un concert pour la mairie de Paris à travers prototype 315 d'abord, puis 3e prototype. Gims fait partie du super groupe Section d'Assaut. C'est-à-dire qu'avant de faire partie de Section d'Assaut, il a fait d'abord partie d'un groupe qui s'appelle Prototype 315. Alors, il a commencé sa carrière solo en 2013 parce qu'on le sait, maintenant il ne fait plus partie des Sections d'Assaut. Et c'est dans la vidéo Welcome to the War, part 4, la consécration, que Maître Gims annonce la sortie de son premier album studio solo, Subliminal. Je pense qu'on en a déjà parlé. Oui. Et le 1er mars, il publie Meurtre par strangulation. Le 15 mars, il dévoile Je me tire, son 2e extrait qui reste classé numéro 1 des chants français pendant 4 semaines consécutives. Il a sorti Mon cœur avait raison entre 2015 et 2016. Et dans cet album, c'est son 2e album, il y a vraiment toutes mes chansons préférées de Maître Gims, dont Est-ce que tu m'aimes, Brisé, Sapé comme jamais. Et en 2016, il sort Pilule Violette, qui comporte 7 titres inédits. Et en 2016, Maître Gims donne un concert avant le match de football qui oppose le Paris Saint-Germain à Lille pour la finale de la Coupe de la Ligue. Il interprète des extraits de ces 3 tubes, Est-ce que tu m'aimes, Bella et Sapé comme jamais. Le chanteur se fait huer par les spectateurs dès son arrivée et il leur pose la question, est-ce qu'on continue? Les spectateurs disent non. Il chante à la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, ce qui crée la polémique en raison de la situation des droits de l'homme dans ce pays. C'était à peu près ce que constitue la biographie de Gims. On a essayé de faire bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire étant donné que c'est un géant de la musique, vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait faire toute une émission. On pourrait faire toute une émission rien qu'avec lui. Mais Andrea, tu ne nous as pas préparé qu'une seule chanson, j'espère. Non, chers téléspectateurs, je ne vous ai pas préparé qu'une seule chanson. Passons maintenant à un autre Congolais qui lui aussi constitue un géant. Il s'agit de Youssoupha. Nous allons visionner son clip Cash. En fait, avec Dinos et Lefa. Oui, avec Dinos et Lefa. Chers téléspectateurs, j'espère que cette 2e chanson vous a
plu. Il s'agissait du titre Cash de Youssoupha en featuring avec Lefa et Dinos. Alors, il y a beaucoup de rappeurs qui sont très talentueux, mais nous n'allons parler que d'un seul, Youssoupha. Youssoupha est né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zaïre. Son père est le musicien, tenez-vous bien, Taboulay Rochero. Sa mère est d'origine sénégalaise. Il est également l'oncle de la rappeuse belge Shai et du beatmaker Le Motif appelé Olivier Lesniki. Après être né et avoir grandi à Kinshasa, il arrive à 10 ans en France pour y poursuivre sa scolarité. Il réside à Osny puis à Cergy jusqu'à sa rentrée en seconde où sa famille et lui déménagent à Sartrouville dans les Yvelines. Il passe son bac et obtient la meilleure note de l'Académie de Versailles à l'oral de français. Il s'oriente ensuite vers des études de médiation culturelle et communication. Ce n'est qu'après son parcours universitaire à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qu'il se consacre pleinement à la musique. Entre-temps, il a sorti énormément d'albums entre 2007 et 2021. Son dernier album s'appelle... Et son dernier et 6e album s'appelle Neptune Terminus et compte 6 titres. Wow. Exact. Donc voilà tout ce que nous pouvons dire de Youssoupha. Jusqu'ici, c'est le fils de Rochero Taboulay. Donc à l'image de Gims aussi, il baigne dans la musique. Il a baigné dans la musique. Déjà dedans, depuis l'enfance et des influences comme Taboulay Rochero. Par exemple, dans sa chanson Polaroid Experience, il jouait du jeu de mots qui disait, à l'époque, pour parler de moi, il disait, c'est Youssoupha, le fils de Taboulay Rochero. Maintenant, pour dire Taboulay Rochero, pour l'indiquer, il dit c'est le père de Youssoupha. Donc, depuis, il se vante du fait que maintenant, il a réussi un peu à se détacher de l'image de son père. Oui, il a réussi à se détacher. Et il s'est fait sa propre carrière, sa propre image. Oui, il s'est fait sa propre carrière. Il est parti vraiment tout seul. Il a décollé et il reste toujours sur la scène. Les gens continuent à écouter Youssoupha. C'est-à-dire, j'ai grandi avec lui. Toi aussi, tu as grandi avec lui. Je pense que la plupart d'entre nous aussi. Et voilà, donc nous espérons, chers téléspectateurs, que ces 2 clips vous ont plu, que de la même manière qu'ils nous ont parlé à nous, ils vous ont aussi parlé. Et n'hésitez pas à aller écouter les autres chansons de Youssoupha et de Gims. Aussi. Alors Andrea, je pense que c'est tout. Tu avais une autre Pour le chanson? clip du jour, c'est fini. Malheureusement, c'est fini, mais on passe à la prochaine rubrique qui est Vue sur le net. Alors, vu sur le net, Andrea, il y a une vidéo, on a quelques vidéos qu'on a sélectionnées pour détendre un peu l'atmosphère avec nos chers téléspectateurs. Quelques vidéos humoristiques, on espère, vont vous plaire et on les visionne tout de suite en espérant que ça vous plaît. She done finally made it up there. Mama! Yeah. Go. You hear that? He told Cody
Pappy, go. Alors voilà, c'était la rubrique Vue sur le net, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Andrea, ça t'a plu? Cette compilation de gamelles m'a extrêmement plu. Comme tu as dit, je pense que ce sont des gamelles méritées. Oui, un peu, parce que c'est quoi l'ambition quand tu montes sur un toboggan pour enfants alors que toi, tu es tout papa entier, tu vas chercher quoi là-bas? Alors, quand vous allez dans les parcs d'attractions, peu importe où vous êtes, voilà pourquoi il y a certaines catégories, enfants et parents. Ce n'est pas pour vous rien. ne pouvez pas aller partout et éviter ce genre de chute en public. En plus, être douloureux, c'est extrêmement humiliant. C'est ça aussi. Et ça reste, surtout quand c'est sur Internet, ça reste. Ah, ça restera coincé dans les annales, vraiment. Mais voilà, la rubrique Vue sur le net est finie avec cette vidéo que vous venez de voir. On passe à la rubrique suivante qui est l'invité. Alors, pour la rubrique invité Andrea, nous sommes déjà en juin. Alors, je me suis dit que le 30 juin, nous fêtons l'indépendance de la RDC. Effectivement. Alors, de ce fait, on n'est pas en janvier, mais je vais quand même parler de lui. Il s'agit de l'un des héros de notre pays. Il s'agit bien évidemment de Lumumba. On va parler un peu de lui, de sa vie et de son combat de l'indépendance. Emery Patrice Lumumba. Emery Patrice Lumumba. Intéressant. De son nom d'origine, Elias Okitasombo, il est né le 2 juillet 1925 à Onaloa, actuel Sankourou, et est mort assassiné le 17 janvier 1961. D'où le 17 janvier, c'est un jour férié. Vous ne restez pas chez vous pour rien. Près d'Elisabethville, actuellement Lubumbashi, ce fut un homme d'État congolais considéré comme le premier héros national du pays post-indépendance en République démocratique du Congo. Issu d'une famille de l'ethnie Tétéla, territoire de Katakokombe au Sankourou, dans l'ex-Congo belge, il a fréquenté l'école catholique des missionnaires, ensuite une école protestante tenue par des Suédois. Plus tard, il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, Kinshasa actuellement. Après cela, septembre 1954, je vais faire quelques petits bonds parce que la vie de Lumumba est tellement vaste qu'on n'arrête pas de le répéter avec certaines personnes. On pourrait faire toute une émission dessus. Septembre 1954, il reçoit sa carte d'immatriculé, réservée par l'administration belge à quelques éléments remarqués du pays. 217 immatriculations en 1958 sur les 13 millions d'habitants. Il découvre, en travaillant pour la société minière, que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler des cadres congolais à la gestion de ces richesses. Il milite alors pour un Congo uni, se distinguant en cela des autres figures indépendantistes dont les partis constitués davantage sur des bases ethniques sont favorables au fédéralisme. Ensuite, en 1955, il crée une association, APIC, qui est Association du personnel indigène de la colonie, et aura l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo sur la situation sociale des Congolais. Je vais faire un autre bond. En 1958, des Congolais dont Patrice Emery Lumumba sont invités en Belgique à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles. Mécontent de l'image peu flatteuse et paternaliste envers le peuple congolais présentée par l'exposition, Lumumba se détache des libéraux et avec quelques compagnons politiques, noue des contacts avec les cercles anticolonialistes de Bruxelles. Dès son retour au Congo, il crée avec Gaston Diomindongala, Joseph Iléo et d'autres le mouvement national congolais, le fameux MNC. À Léopoldville, le 5 octobre 1958.
En décembre de la même année, il assiste à la conférence des peuples africains à Accra, au Ghana. Il y rencontre des personnalités telles que France Fanon, Kwame Nkrumah, Félix Roland Mounier. Ainsi, à l'issue de cette conférence, il en ressort comme fervent indépendantiste et membre permanent du comité de coordination. Alors de retour, il organise une réunion à la suite de quoi il y définit l'objectif du MNC en évoquant la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et bien sûr, nous allons passer à son combat pour l'indépendance. Suite à des événements tumultueux, notamment ceux opposant l'Abaco et les forces de l'ordre, qui finit par être dissoute, enfin l'Abaco, Lumumba est arrêté et jugé en janvier et condamné 6 mois de prison le 21 janvier. L'arrestation et la torture de Lumumba en 1959, suivies par des émeutes d'exigence à la libération, sont des moments décisifs qui exposent la répression belge et catalysent le soutien international pour l'indépendance au Congo. Lumumba évincé, une table ronde est organisée, réunissant les principaux représentants de l'Union congolaise a lieu à Bruxelles, mais les délégués congolais refusent unanimement de siéger sans Lumumba. Celui-ci est alors libéré en toute hâte le 26 janvier pour y participer. Alors qu'il espérait profiter des tendances contradictoires d'un ensemble hétéroclite, le gouvernement belge se retrouve confronté à un front uni de représentants congolais et à la surprise de ceux-ci, accorde immédiatement et dans la plus totale improvisation au Congo, l'indépendance qui est fixée le 30 juin 1960. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1984. 1884. Oui, 1884, effectivement. Je pense qu'on peut écouter un extrait de ce fameux discours. Ah, il n'est pas encore disponible, mais je vous invite à aller le voir. C'est un discours très... Sur YouTube. Oui, sur YouTube. C'est un discours très important où il dénonce le crime qui a eu lieu en RDC pendant cette période colonialiste. Et du fait que ce n'est pas seulement en accordant l'indépendance qu'on pourra oublier très facilement. Alors, en 2021, le BDiste Assim Babati sort une bande dessinée sur Lumumba en Belgique. C'est intéressant. Alors, pour les circonstances de son assassinat, parce qu'il n'est pas mort naturellement, nous allons un peu aller vite. Le 15 août 1960, les autorités belges poussent le président Joseph Kasavubu à démettre le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui à son tour le démettra de ses fonctions. Donc, disons que le matin, Kasavubu le démet de ses fonctions. Et le soir, Lumumba va le révoquer aussi à son tour. C'était devenu compliqué, la situation. Je crois que j'ai entendu, enfin, c'est vrai que j'ai entendu dire, mais j'ai eu un cours d'histoire politique, il a parlé de ça. C'était vraiment un fiasco. C'était devenu un gros n'importe quoi. C'était vraiment un énorme n'importe quoi. Le gouvernement de Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu avec le soutien de la CIA. Lumumba est assigné à résidence. Après s'être enfoui, il est attrapé. Il est transporté à Elisabethville, l'actuelle Lubumbashi, où il est assassiné le 17 janvier 1961 avec 2 de ses compagnons de lutte. Alors, il a eu aussi plusieurs distinctions, enfin quelques distinctions. Il reçoit des distinctions telles que compagnon de l'ordre de Or Tambo en Afrique du Sud, Grand cordon de l'ordre de Wissam Alaouite au Maroc en 1960. C'est un ordre honorifique marocain considéré comme l'équivalent de l'ordre national de la Légion d'honneur en France. Voilà à peu près quelques distinctions qu'il a eues. C'est vrai qu'on est passé un peu en bref, mais c'était pour quand même parler de Lumumba, vu que nous sommes en juin et le 30 juin, nous fêtons l'indépendance de la RDC. Et ça va de pair avec ce qu'on a dit pour la pensée du jour, un peu de patriotisme, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. C'est-à-dire qu'au début, j'ai cru comprendre qu'il était
du côté des Belges, mais il a fini par découvrir que ces gens les exploitaient en réalité. L'exposition universelle en Belgique, il s'est rendu compte que c'était vraiment de l'exploitation. Oui, c'est avec le paternalisme. C'est ça, le paternalisme pur, et qu'il devait se battre pour son pays. Il devait se battre pour son pays. Et il a perdu la vie pour ça, chers téléspectateurs. Alors, c'était un peu tout sur Lumumba. J'espère que vous avez découvert 2-3 trucs et vous vous êtes instruits. On va passer à la rubrique suivante, Andrea. Quelle est donc la rubrique suivante? La rubrique suivante qui est la rubrique astuces. Alors, la rubrique suivante. Andrea, tu nous as préparé quelque chose. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Mon mouvement d'épaule. Donc, avec ce mouvement d'épaule, on en déduit que c'est quelque chose qu'on va aimer. Oui, donc c'est vrai, au début, on a parlé des méfaits du sucre, mais le sucre aussi a quelque chose de bien parce que ça crée de la dopamine, le bonheur, je vous dis. Alors, on va nous passer une vidéo et vous allez comprendre où est-ce que nous voulons en venir. Alors, c'était une recette de crêpes, parce que j'ai vu. Oui, c'était une recette de crêpes, chers téléspectateurs. Je pense que comme moi, comme la plupart des personnes, vous êtes des mordus de pâtisserie, des mordus de sucrerie, des mordus de douceur. Alors, l'astuce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est que pour les personnes qui aiment les bonnes odeurs, pour les personnes qui voudraient avoir des crêpes beaucoup plus parfumées, il serait bien d'infuser soit de l'arôme de vanille ou carrément des gousses de vanille dans le lait que vous allez faire bouillir un peu. Donc vous allez le faire bouillir et le laisser refroidir. Et là, vous le mélangez progressivement à votre pâte pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et je vous assure, ça va vous donner quelque chose d'extraordinaire. Vous aurez des crêpes qui non seulement seront bonnes, qui non seulement seront délicieuses, mais qui seront extrêmement parfumées. C'est un pur bonheur, un pur bonheur. Alors, on espère que ça vous a plu et que vous avez découvert, pour ceux qui ne savent pas en faire, ou ceux qui ont découvert l'astuce d'Andrea, essayez chez vous. Et on espère vraiment que vous allez apprécier, comme moi, j'apprécie les crêpes. Alors, voilà, nous sommes déjà à notre... On va passer déjà à notre prochaine rubrique, qui est la rubrique anniversaire.
Alors, la rubrique anniversaire, nous savons bien évidemment qu'il y a 2-3 personnes qui sont nées aujourd'hui, qu'on connaisse, qu'on ne se connaisse pas. Andrea, tu as quelques personnes à nous proposer? Oui. Tu Alors, connais déjà? oui, apparemment, vous avez beaucoup de fans. Nous commençons par souhaiter un joyeux anniversaire à Ruth Beampoi qui étudie à l'INPP. C'est une femme au grand cœur et surtout une femme de prière. Elle a une sœur, c'est sa petite sœur. Hein. Elles sont nées le même jour mais différentes années. Il s'agit de Diema Mpoi qui, elle, est en 4e scientifique. Elle fait le bonheur de son grand frère. Gédéon KBG leur souhaite un très heureux anniversaire. Joyeux anniversaire à eux. On passe à d'autres personnes. Passons à autre chose. Alors, joyeux anniversaire à Raël Lembe Koukelemena, qui est manager artistique et pianiste. C'est aussi un ami en or. Il étudie à l'Université pédagogique l'Université pédagogique nationale. C'est Mercedes Mouima qui lui souhaite sur cette lancée. Joyeux anniversaire à Nelsie Toumba qui est PDG de Si Beauté. Elle est entrepreneur et habite à Kinshasa. Bien du courage, longue vie et prospérité de la part de Tony Chinan. Heureux anniversaire aussi à Germanie Moukania qui est coordonnatrice de la fondation GM Leadership de Solutions. Elle est présidente de la structure Les Femmes s'expriment. C'est un souhait qui apparemment est anonyme. Non, c'est de la part de M. Diego. Ah, c'est de la part de M. Diego, Madame Germanie. Et enfin, joyeux anniversaire à M. Kade Kalombo qui habite Kinshasa. C'est de la part de Madame Anna Kel. Voilà, bon anniversaire à eux en tout cas. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui souhaitent. Aujourd'hui, et pas qu'à eux. Peu importe où vous êtes, bon anniversaire. On espère que vous passez une très bonne journée. Alors, Andrea, c'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. Exactement. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Jeudi, merveille, c'est le paradis. Il était question de beaucoup de choses et on a même été obligé de courir vers la fin. Mais bon, vous comprenez, on a énormément de matière. Comme on a plaisir à vous apprendre, à vous faire découvrir certaines choses. Alors, nous avons commencé par la pensée du jour qui était... Quoi, Sémira? Rappelle-le, s'il te plaît. Faute de richesse, une nation n'est que pauvre. Et faute de patriotisme, elle est une pauvre nation. L'amour de notre pays. Nous avons suivi, l'émission a continué avec des éphémérides dans le débarquement des Alliés. En Normandie en 1994. Exactement. Et aussi la journée internationale de la maladie de Verneuil. Nous avons continué avec les actualités dont le communiqué de la Banque centrale, le Congo qui affronte le Sénégal et malheureusement les victimes des ADF à Béni. Nous avons continué avec le clip du jour. Nous espérons que vous vous êtes ambiancés sur du Youssoufa et du Gims. Ensuite, nous avons eu une vidéo très marrante, bien des gamelles avec notre rubrique Vue sur le net. Suivi de la rubrique Invité, nous avons parlé d'un homme qui a participé à l'histoire de ce pays. Et je peux même me risquer à le dire, l'obtention de notre indépendance. Enfin, nous avons chuté avec notre astuce du jour. Et je sais, chers téléspectateurs, que comme moi, vraiment, vous aimez les douceurs. Et nous avons fini par souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes que nous connaissons seulement, qui sont nées le 6 juin. Mais ça ne veut pas dire que nous vous avons oublié, vous autres, dont nous n'avons pas eu de nom, de photos. Joyeux anniversaire à vous encore de la part de toute l'équipe de Direct TV. Et bien évidemment, comment finir cette émission sans remercier l'équipe technique qui a abattu un énorme travail avec Madame Anakel, Diego Moussam, avec Amos Mambaya et Alain. Alain qui nous a beaucoup aidé. Comment finir cette émission sans... Isaac Bababaswe aussi, je pense. Oui, comment finir cette émission sans remercier la personne qui est à l'origine de tout ceci? Je parle de l'honorable... Le porteur du projet. Oui, exactement. L'honorable Zachary Bababaswe. Merci aussi à tous nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis et retrouvez-nous à la même heure sur Direct TV pour notre prochain numéro de Jeudi Merveille, c'est le paradis. Mais Andrea, merci aussi à toi aussi d'être avec moi. Et merci. on remercie aussi les téléspectateurs d'être avec nous. Je l'ai fait. Merci à toi aussi, Sémira, de nous avoir accompagnés, de nous avoir guidés faire cette émission.
Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci aux téléspectateurs. On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Donc, comme l'a dit Andrea, on se retrouve le jeudi prochain. Jeudi merveille, c'est le paradis. C'est le paradis. À très bientôt, chers téléspectateurs.